système actuel est déséquilibré. C'est un débat mondial, hein, ce n'est pas un débat franco-français. Aux États-Unis, il y a des investisseurs qui gèrent des milliers de milliards de dollars qui expliquent qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le débat est ouvert aussi au FMI, où le déséquilibre est soupçonné d'être une cause de ralentissement de la croissance. Et aux États-Unis, hein, on parle de la remise en cause de la license to operate, hein, le droit pour les entreprises d'exercer leur métier. Donc on a un vrai déséquilibre qu'il faudra régler, pas seulement en France. La deuxième raison, c'est que la révolution numérique change radicalement le fonctionnement des entreprises. Le cadre actuel a été adapté à des organisations de la révolution industrielle et ces organisations cèdent la place à de nouvelles organisations. Il me faudrait plus de temps, évidemment, pour développer. Puis la troisième raison, c'est l'exigence croissante des jeunes générations. Alors on pourrait se dire qu'il suffit d'attendre que les jeunes vieillissent et ça réglera le problème. Mais je pense qu'il faudra agir avant. Et je prends le pari que cette seule raison suffira à pousser des grandes entreprises à définir une raison d'être, même si leurs actionnaires n'en ont pas vraiment envie. Et enfin, il est essentiel de ne pas faire seulement de l'affichage, du greenwashing. Le respect des objectifs devra être évalué d'une manière ou d'une autre. Et j'en profite ici pour faire un petit coucou à Nicole Notat. Avant de conclure, que les entreprises qui réussiront demain seront à la fois créatives et responsables et qu'il leur faudra pour ça un cadre juridique adapté. Merci. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les propositions de réforme ? La nouveauté, un peu occultée, consiste à fusionner l'intérêt social et l'intérêt collectif de l'entreprise. Et du fait de cette fusion, les intérêts de chaque partie prenante dans l'entreprise deviennent une composante de l'intérêt social collectif. Et cela entraîne une conséquence grave, importante. Les parties prenantes, participant à l'intérêt collectif, seront en droit de contrôler le respect de l'intérêt collectif par les organes sociaux et seront en droit de contester les décisions prises par les organes sociaux au motif que ces décisions leur apparaîtraient contraires à l'intérêt social collectif. Jusqu'à présent, seuls les associés étaient la seule partie prenante qui avait le droit d'élever ces contestations. Désormais, et c'est la nouveauté, les actions en contestation seront ouvertes dans la logique des propositions de réforme à toutes les parties prenantes. Et en termes de contentieux judiciaire, je suis sûre que vous êtes tous aujourd'hui très au courant qu'on n'a pas attendu la modification du Code civil pour que les contentieux juridiques, là je mets ma casquette Vigéo, pour vous dire que les contentieux juridiques, les amendes, y compris en monnaie sonnante et trébuchante, elles existent aujourd'hui sur les thèmes que nous sommes en train d'évoquer. Donc ce n'est pas, je crois, le sujet juridique qui est le sujet principal, c'est vraiment le signal que l'on envoie à une société qui n'a pas une belle image de l'entreprise, le signal que l'on envoie à des jeunes qui se détournent des grandes entreprises parce qu'elles préfèrent aller vers des start-up, etc. On a entendu des PME nous dire, nous aussi, nous voulons nous différencier en prenant en compte ces sujets en question. Donc oui, donnez-nous un signal. La réalité n'est pas celle de l'article du Code civil tel qu'il est rédigé aujourd'hui. Pas seulement les grandes entreprises cotées, mais l'immense majorité des entreprises aujourd'hui tiennent compte, bien évidemment, de l'intérêt d'autres que les associés, leurs salariés, leurs clients, leurs fournisseurs, les territoires sur lesquels elles sont implantées, et même pour celles qui veulent durer les générations futures. Première raison donc, mettre la loi en conformité avec les pratiques, avec la réalité. Allonger la loi, c'est couper les mains aux juges. Oui. Les entreprises jouent dans la vie de nos compatriotes un rôle beaucoup plus important et plus essentiel qu'elles ne le jouaient il y a quelques années. Elles suscitent des attentes qui sont considérables. Des attentes en matière sociale, des attentes en matière environnementale, des attentes, je n'hésite pas à employer ce mot, en termes de sens. Des millions de Français passent la plus grande partie de leur vie quotidienne dans leur entreprise. Ils veulent comprendre le sens de ce qu'ils font. Mais comme j'estime que c'est une vraie possibilité, que ça correspond
à ce que les citoyens attendent de l'entreprise, oui, j'ai proposé au président de la République et au Premier ministre qui l'ont accepté de retenir la notion de raison d'être dans le Code civil et de la traduire également dans le Code de commerce. C'est commencer à construire ce qu'est le capitalisme européen. C'est un enjeu majeur dans les bouleversements auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, bouleversements technologiques, bouleversements financiers, bouleversements politiques, de dire qu'entre le capitalisme étatique chinois et le capitalisme anglo-saxon, il y a de la place pour un capitalisme européen qui donne du sens à la création de richesses. Eh bien, je pense que la raison d'être dans le Code civil, c'est donner du sens à la création de richesses. Je retirerai pas un seul mot des propos du ministre. Bien évidemment, on partage la philosophie, on partage tout, la raison d'être, le sens, le fait que les entreprises doivent se développer et on doit créer notre propre modèle, français ou européen, bien sûr, entre le modèle chinois et le modèle anglo-saxon. Tout ça me va très très bien. La philosophie, ce qui me gêne, c'est la conclusion finale, c'est d'introduire cette fameuse raison d'être dans la loi, parce que je pense qu'on aurait pu éviter le modifier Code civil et le Code du commerce. Ceci étant dit, bon, je ne suis pas très hostile parce que ce sont des phrases qui ne me paraissent pas affreusement... mais je ne suis pas un juriste, donc je me réfère aux experts juristes dans cette salle. Je reviens toujours au principe de précaution qui ne devait pas être du tout douloureux et qui a fait des dégâts considérables pour la France et qui continue d'ailleurs. Donc je pense que, attention je dirais, au Code civil et au Code du commerce. Donc je pense qu'on peut faire tout ça dans la soft law. Je continue de penser qu'on peut le faire par l'incitation, par la motivation, par l'explication, par l'ouverture de nos entreprises et par la concurrence saine et le fait surtout de faire que l'environnement, je reviens, législatif, réglementaire, soit pro-business, soit simplifié, soit attractif, soit compétitif. Ça, c'est le vrai sujet français. Et puis d'enseigner, je finis par l'enseignement de l'entreprise et de l'économie dans les collèges et dans l'enseignement, car je crois que les Suisses ont réglé le problème avec un apprentissage extrêmement développé, puisqu'à 15-16 ans, 80% des jeunes vont en apprentissage. Nous, 80% des jeunes vont au bac et découvrent l'entreprise, parfois jamais ou très tard dans leur scolarité. Je pense que tout ça contribue aussi à faire mieux connaître, faire mieux aimer l'entreprise et l'économie à nos concitoyens. Je m'appelle Patrick Sayer. Je suis président de la Société Euraseo. J'étais président de la Société Euraseo. Je ne le suis plus depuis 3 semaines, mais on a du mal. Et je suis juge au tribunal de commerce de Paris. Le juge que je suis va bien évidemment appliquer la loi, toute la loi, monsieur le ministre et cher Bruno. Il va de soi que pour l'acteur engagé que j'ai été, que je continue d'être dans l'économie française, et Antoine et Nicole, Agnès me connaissent bien, la loi Pacte va indubitablement dans le bon sens. Et je suis comme Pierre, dans ce qu'a dit le ministre de l'économie tout à l'heure, il n'y avait pas un mot qui, personnellement, me gênait. Le juge que je suis, et je constate qu'il n'y a pas un seul juriste dans ce panel, enfin, on a entendu le professeur Schmitt, mais le juge que je suis vous dit simplement, sur le seul point du 1833, qui, contrairement à ce que Antoine Frérot a dit, s'applique à tout le monde, il n'est pas facultatif, le 1833, il s'applique à l'ensemble des entreprises, et le juge que je suis vous dit simplement que le 1833, tel qu'écrit, ouvre un univers de possibilités qui, par définition, va se retrouver chez le juge, que je suis en première instance, que la Cour d'appel sera ensuite, que la Cour de cassation tranchera in fine. Et donc, en réalité, loin de simplifier le travail du juge, vous allez en réalité créer, par ce simple, et je ne parle, monsieur le ministre, cher Bruno, que du 1833, par ce simple ajout sur cet objet social en réalité très vague, vous allez créer une mine de contentieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je voulais le dire. Qui va intenter les actions, en fait ? Mais toutes les parties prenantes, par définition. Et elles ne le font... Non, Nicole, elles ne le font pas tant que ça. En réalité, on est dans un système juridique qui n'est pas que le Code civil. Heureusement, on a le Code de commerce, on a le Code de l'environnement, on a le Code du travail qui a été abondamment commenté. Les entreprises ne sont pas uniquement dans une maximisation du profit.
Le texte du Code civil, d'ailleurs, ne parle pas de maximisation du profit, il parle de partage des bénéfices. Il dit d'ailleurs pas que c'est un sujet de partage à court terme ou à moyen terme, donc il n'empêche pas d'investir pour le long terme. En réalité, les entreprises sont d'ores et déjà dans une logique qui est sociétale, mais je vous dis simplement qu'il n'y a pas tant de contentieux que ça aujourd'hui, et que ce que vous êtes en train d'inventer va être simplement une mine à contentieux, je voulais le dire, mais j'appliquerai ensuite la loi. Merci beaucoup de ce point de vue. Je vais répondre quand même. Patrick Sayer est magnifique. Il dit, d'une part, tout ce qu'a dit le ministre et ce que fait le ministre est magnifique et va conduire à une catastrophe. Il l'avait d'ailleurs déjà dit dans un grand journal du soir il y a quelques semaines. Patrick, soyons sérieux, Dominique Seux va nous relire la phrase complémentaire du 1833. Non, mais je vais finir par la connaître par cœur, vous savez, c'est terrible. Il faut se la mettre bien en tête. Alors, ouais. La société est gérée dans un intérêt social en considérant les enjeux sociaux et environnementaux. Bon. Aujourd'hui, est-ce que la société n'est pas gérée dans l'intérêt social? Qu'est-ce que ça change de ce point de vue-là pour ce premier bout de phrase? Non, c'est pas ce que ça veut dire, sauf que c'est le juge qui définit l'intérêt social, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon. Donc, ça ne peut pas être pire. Donc il n'y a pas. Voilà un débat qui part sur des bases optimistes. Sauf que pour ceux qui veulent éviter ce pire-là, ils ont la possibilité de définir une raison d'être ou de demander à leur conseil d'administration d'éclairer leur raison sociale par cette raison d'être. Ça ne peut pas être pire, ça peut être que mieux. Donc il n'y a pas de raison d'avoir plus de conflits. Un mot, Bruno, le maire. Vous avez parlé des parties prenantes. Nous n'avons pas mentionné justement les parties prenantes dans l'article. Nous avons fait très attention de ne pas les mentionner. Nous avons retenu l'expression « en considérant », justement pour qu'elle soit la plus large possible et qu'elle ne suscite pas les contentieux. Donc c'est des discussions qu'on a avec Patrick très régulièrement. La politique, c'est prendre des décisions. Moi, j'assume totalement cette décision. Je pense qu'elle va dans le bon sens. Je ne crois pas, mais on verra, de toute façon, les faits donneront tort aux uns ou aux autres. Je ne crois pas à cette multiplication des conflits. Je considère que de toute façon, une entreprise aujourd'hui est déjà exposée à l'examen de ses enjeux sociaux et environnementaux, qu'il y a déjà la possibilité de recours si l'entreprise ne respecte pas certaines règles environnementales. Donc je crois très profondément que cette formulation, qui est volontairement prudente, n'expose pas à une multiplication des conflits. Après, il y a des juristes ici bien plus éminents que moi. Nous verrons ce que ça donnera dans les années qui viennent. Je pense que c'est l'intérêt des entreprises d'avancer dans cette direction. Je pense qu'on passe beaucoup de temps sur où sont les risques. Je pense qu'on ne passe pas assez de temps sur qu'est-ce qu'apporte cette démarche avec ce texte. Et je pense qu'il faudrait davantage insister là-dessus. Réconcilier les intérêts personnels et les enjeux collectifs, c'est, de mon point de vue, un des enjeux du droit. Qu'est-ce que c'est que le droit? C'est pas forcément un truc réglé comme du papier à musique, un théorème mathématique. La vie, c'est plus l'esprit de finesse que l'esprit de géométrie. Or, là, en l'occurrence, on cherche à réconcilier une action économique clé pour le pays avec les enjeux collectifs plus larges. Il est là l'enjeu politique.